Voilà, alors chers amis qui êtes ici et qui êtes, paraît-il, reliés avec nous en visioconférence, bonjour et merci de votre présence et de l'attention que vous portez à ce texte important qui va bientôt venir en discussion devant le Sénat et pour lequel je souhaiterais dégager devant vous un certain nombre d'éléments importants, d'autant que cette conférence de presse, j'ai souhaité l'organiser au lendemain même de la réunion de la commission, de telle sorte que vous puissiez avoir en tout premier les éléments qui se dessinent des travaux que nous avons faits. Tout d'abord, si vous le voulez bien, un petit mot sur la méthode. Vous vous souvenez que le ministre des Armées avait proposé au Parlement de rejoindre des groupes de travail de 60 ou 80 personnes, dont on du reste on a assez peu entendu parler après. Et donc le Sénat n'avait pas souhaité adhérer à ces groupes et nous considérons que le Parlement a suffisamment de ressources en nous et dans notre Assemblée pour préparer notre travail nous-mêmes. Donc nous n'avions pas souhaité rejoindre ces groupes de travail mal définis, où il y avait des associations de consommateurs, toutes sortes de gens qui nous paraissent très intéressants, mais le Parlement a des compétences et donc le Sénat a souhaité exercer ses responsabilités lui seul. La Commission, en vérité, s'est saisie très en amont de ce texte qui est très important, 413 milliards, c'est quand même assez rare de voir passer des documents, des lois de programmation de cette importance. Nous nous sommes saisis très en amont en ayant donc désigné, ce que j'ai fait, les rapporteurs budgétaires qui m'entourent et qui chacun ont effectué un très long travail, très approfondi, d'audition, de visite sur place pour effectivement bien apprécier la dimension du texte qui nous est proposé. Et c'est donc sur cet ensemble de 8 rapporteurs, en fait c'est moi le rapporteur du texte, mais je me suis appuyé sur le travail des 8 sénateurs de diverses sensibilités. Je souhaite souligner ce point qui sera une trame permanente dans mon propos, puisque vous verrez que c'est globalement très consensuel, le travail qui a pu être effectué, et donc assez transpartisan, ce qui nous permet, je l'espère, d'enrichir très substantiellement le texte et d'en corriger un certain nombre de défauts. D'ores et déjà, au cours de la matinée d'hier, 171 amendements ont été adoptés, dont 80 amendements que j'ai eu l'honneur de présenter avec mes co-rapporteurs. Donc un travail assez approfondi. Ça, c'est pour la méthode. Alors, voyons maintenant un petit peu le fond du texte. Je vais donner un certain nombre d'éléments d'appréciation et je soulignerai après, si vous le voulez bien, les points d'amélioration que le Sénat souhaite apporter. Sur l'analyse que nous faisons de la loi de programmation militaire, après de ces nombreuses auditions et avoir entendu à 2 reprises très longuement le ministre, plus des entretiens privés que moi j'ai eus avec lui, donc il se dégage un premier paradoxe. C'est un texte qui a été fait dans une certaine urgence, puisqu'on arrête la loi de programmation militaire actuelle 2 ans plus tôt que prévu. Alors, on s'est évidemment interrogé sur la raison à cette urgence. C'est bien évidemment la guerre en Ukraine, si on relit les propos du président de la République, la guerre en Ukraine qui a considérablement changé la donne géopolitique. Et moi-même, qui fus rapporteur de la précédente LPM, j'ai pu constater tout au long de ces années le changement très important dans le contexte géopolitique que connaît le monde depuis 5 ou 6 ans. Et donc, en vérité, nous nous attendions à retrouver ce changement, ce sentiment de changement de l'ère stratégique dans la revue nationale stratégique, la RNS, et puis bien évidemment dans le projet de loi de programmation militaire. Et je dois dire que, ce n'est pas faire injure aux rédacteurs de cette revue, que nous avons été que nous avons été très sensiblement déçus, parce que, bien évidemment, une loi de programmation militaire doit dégager les réponses que nous devons apporter aux menaces. Encore faut-il bien identifier les menaces. Et le texte de la RNS, qui était celui d'une trentaine de pages, enfin environ, manifestement, n'avait pas été aussi loin qu'avaient pu aller et le livre blanc et la revue nationale stratégique qui avait eu lieu précédemment.
Alors, l'explication de ce premier paradoxe, c'est sans doute la question des moyens. L'enveloppe proposée par le président de la République, elle est quand même très importante. Et moi, je souhaite ici, en début de ce propos, saluer l'effort que l'on doit à la volonté personnelle du président de la République. 400 milliards de crédits. Je rappelle que nous sommes à 295 sur la loi de programmation actuelle. Globalement, 100 milliards de plus. Par les temps de difficultés budgétaires que notre pays connaît, c'est bien évidemment un élément très important. Mais on peut inscrire ces crédits dans la continuation de l'effort et non pas dans un tournant décisif, tournant du reste que l'on ne peut pas imputer à ce gouvernement et à ce président de la République seul, puisque j'ai eu de nombreuses occasions de dire que c'était plus de 20 ans d'éreintement de nos forces armées, tout gouvernement confondu, gauche et droite, qui ont fait que maintenant, même en mettant un chiffre important de crédit, nous n'arrivons que progressivement à remonter la pente. Alors, le second paradoxe, pourquoi est-ce qu'avec 400 milliards d'euros, on ne peut pas financer une relance suffisamment forte de notre effort de défense? Alors, à la fois, donc je l'ai dit, un effort budgétaire significatif, mais le texte reste délibérément assez flou et avec un certain nombre de modifications sur lesquelles je vais revenir et qui expliquent ce flou. Et donc, cela comporte et cela entraîne, si vous le voulez, des révisions à la baisse de certains objectifs avec des décalages sur le temps, c'est-à-dire des programmes qui, en fait, ne viendront à leur haut niveau qu'après 2030. En vérité, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi, avec plus d'argent, on a un texte qui revoit des objectifs à la baisse. C'est un petit peu ça le paradoxe, c'est un petit peu ça la difficulté. Alors à ça, il y a plusieurs raisons que nous avons identifiées, comme nos collègues de l'Assemblée nationale ont pu le faire. Tout d'abord, l'inflation, l'inflation que nous ne connaissions pas les années précédentes. Vous l'avez vu, c'est une annonce du ministre lui-même. Sur 400 milliards, cette inflation a vraisemblablement un impact de 30 milliards au minimum, peut-être plus, parce qu'on table sur une inflation de 3 ou 4 %, mais on s'aperçoit que pour l'instant, on est sur des pentes qui sont supérieures. Non seulement il y a l'inflation qui explique ces difficultés, mais il y a un effet qui a été assez peu souligné jusqu'à présent, un effet de génération des équipements. En effet, si on regarde nos années au début de la LPM actuelle, on voit que ces années fonctionnaient en réalité sur les derniers acquis de la guerre froide. On fonctionnait avec des matériels qui étaient déjà assez anciens, pour ne pas dire usagés pour nombre d'entre eux. Je pense aux Puma, aux Alouettes 3, aux Gazelles, au Mirage des ravitailleurs aériens. Tout ça avait été commandé, je le rappelle, par le général de Gaulle, ce qui quand même date. Des VAB, des AMX, les AMX-10 datent des années 70. Or tout ça faisait encore une partie intégrante et importante des matériels de nos forces armées. Donc bien évidemment, comme tous ces équipements sont à bout de souffle, et comme on a passablement désinvesti dans notre outil de défense depuis la fin de la guerre froide, vous vous souvenez de cette phrase légendaire qui est restée historique de Laurent Fabius, nous allons toucher les dividendes de la paix. Alors, les dividendes de la paix, évidemment, rétrospectivement, on se demande où ils sont. Et donc maintenant, ces équipements étant à bout de souffle, il faut investir massivement sur une nouvelle génération d'équipements et sur un renouvellement de capacités. Et bien sûr, la technologie et l'innovation aidant, et les progrès, notamment en matière de communication aidant, évidemment, le coût d'un Griffon n'est pas le coût d'un VAB, et donc il ne coûte pas du tout le même prix. Et donc, pour le prix d'un VAB, pour le prix d'un Griffon, on aurait acheté beaucoup de VAB, mais il faut bien évidemment remonter à la fois en puissance et en intensité. Donc, la nécessité de remettre nos forces armées à niveau nécessite l'acquisition de beaucoup de matériel dans toutes les armes, et ce matériel coûte évidemment beaucoup plus cher. Une troisième raison qui est très, très importante et tout à fait fondamentale et dont on a vu les effets pervers dans les précédentes années, et il faut les rechercher du côté du programme 178, c'est-à-dire la mise en condition opérationnelle de nos forces. Depuis longtemps, en fait, s'appuyant sur 70 ou 75 ans de paix, les gouvernements successifs considéraient que
nos forces ne seraient jamais engagées dans un conflit de haute intensité. On se limitait à organiser nos forces sous forme de corps expéditionnaires pour des opérations de paix en Afrique ou ailleurs sous mandat de l'ONU, mais on n'avait jamais imaginé que la guerre reviendrait à 3 heures de Paris. Et donc, c'était assez facile pour les ministres du budget qui se sont succédés de diminuer les crédits, ce qui fait qu'on a systématiquement rogné sur les stocks, sur les munitions, sur l'entraînement, sur le soutien, sur la mise en condition opérationnelle, sur les équipements du génie, sur le service de santé des armées, en se disant de toute façon, il n'y a pas de guerre en prévision et donc nous n'en aurons pas véritablement besoin. Pour vous donner quelques exemples que je souhaitais livrer à votre réflexion, je prends l'exemple des chars Leclerc. Nous n'avons plus que 200 chars, à peu près en état de fonctionner. Je rappelle que la Russie en a déjà perdu, en 1 an de guerre, elle en a perdu 2000. Ça, c'est du conflit de haute intensité. Et elle a perdu 2000 chars contre un pays, l'Ukraine, qui n'a que 40 millions d'habitants. Donc vous voyez que le conflit de haute intensité, il ne faut pas se payer de mots. Si nous devions connaître un tel drame, bien évidemment, il exposerait nos forces. Et nous voyons bien ce qui a été dit par vous et par de nombreux observateurs en qualifiant nos forces armées de très riches sur le plan de tous les segments, mais quasiment sans épaisseur, puisque nous n'avons pas la quantité de matériel nécessaire. Donc je dis, nous prenions un autre exemple à la fin de la LPM actuelle, nous aurions en stock en missiles complexes l'équivalent de ce qui a été tiré la semaine dernière en Ukraine. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout exactement dans les mêmes profils. De la même manière, toujours sur ces chars Leclerc, les personnels qui les servent s'entraînent à moitié de leur personnel, faute de moyens, à moitié de leur potentiel. Donc, on a ce qui nous permet de dire, en simplifiant bien évidemment les choses, nous avons 4 régiments de chars Leclerc avec les moyens pour faire fonctionner à plein régime 2 régiments. C'est-à-dire que finalement, sur ces forces, avec tout le dévouement de nos forces armées et la meilleure volonté du monde, malheureusement, donc cet éreintement des moyens opérationnels pénaliserait lourdement l'engagement de nos troupes si nous entrions dans un conflit de haute intensité. En vérité, vous l'avez compris et vous l'écrivez vous-même, le monde a changé avec la guerre en Ukraine et donc les règles du jeu ont évidemment tout aussi changé. Et donc, en fait, ce que nous attendions de la revue stratégique, c'était de répondre à la question fondamentale à laquelle une LPM doit répondre. Quel modèle d'armée voulons-nous? Quel modèle d'armée voulons-nous? C'est-à-dire, après avoir identifié les menaces, comment y répondons-nous? Comment y répondons-nous sur le plan national, mais aussi dans le cadre de nos alliances, OTAN, coopération sur le plan européen. Et donc, à partir du moment où on aurait pu défendre, identifier le modèle d'armée que nous souhaitions, nous en aurions défini plus facilement les moyens. Et évidemment, la conclusion, c'est que s'il s'agit de se mettre à niveau, tout ça coûte très cher et je pense qu'on aurait pu faire ce travail de manière plus simple si on avait eu, encore une fois, une bonne identification des menaces. Et donc, la réponse, c'est un texte assez flou. Ce n'est pas fatalement une critique contre la LPM au sens où une LPM qui va jusqu'en 2030, au jour d'aujourd'hui, personne n'est capable de dire dans quel état le monde sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Est-ce que la guerre en Ukraine va s'étaler sur plusieurs années? Est-ce qu'au contraire, une solution finira par être trouvée? Est-ce qu'au contraire, la situation va brusquement s'aggraver avec des tensions beaucoup plus fortes auxquelles nous serons obligés de faire face? Tout ceci, personne ne peut le dire. C'est pour ça que la dimension d'adaptabilité de la LPM, et je vais revenir dans un instant sur les revoyures, sur les réexamens réguliers de ce texte, est importante. Mais je pense qu'une loi de programmation, même si elle doit fixer les grandes masses, doit tenir compte aussi des évolutions qui, pour l'instant, sont assez difficiles à imaginer. Donc voilà le contexte général dans lequel se sont inscrits nos travaux. Et maintenant, je voudrais vous donner quelques éléments sur les propositions de la Commission telles qu'elles résultent de la longue réunion que nous avons eue hier et qui va se poursuivre dans les jours
et les semaines qui viennent jusqu'à l'examen en hémicycle. En fait, pour que les choses soient à peu près claires, 4 axes principaux d'amendement ont été mis en œuvre. Tout d'abord, et à mon sens, c'est la marque particulière du Sénat, qui était du reste attendue par nos collègues de l'Assemblée nationale qui nous l'avaient suggéré, mais nous l'avions imaginé il y a déjà un certain temps. Nous avons souhaité rectifier la trajectoire budgétaire, tout en restant bien évidemment dans l'enveloppe des 413 milliards, dont vous vous souvenez que ces 413 milliards se ventilent en 400 milliards budgétés, si je puis me permettre, et 13 milliards extra hors ressources budgétaires. Nous avons considéré que le rythme de dépenses ne nous paraissait pas correspondre à la nécessité que nous avions de remuscler au plus vite nos forces armées, de compenser les dons que nous avons faits à l'Ukraine, d'armes qui certes étaient peut-être vieillissantes pour certaines, mais les AMX-10, ils marchent tout à fait bien. Et si on était projeté dans un conflit de haute intensité, on serait bien content aussi de les avoir. Donc il ne faut pas perdre de temps et pas repousser, comme la loi le prévoyait, à 2017, date par hasard de l'élection présidentielle. Donc il ne fallait pas repousser à 2027 sur un autre quinquennat le soin d'aller plus vite. Et donc nous avons modifié la trajectoire budgétaire en quelque sorte, tout en restant dans ces 413 milliards, nous avons lissé la trajectoire. Alors, je vais vous donner 2 exemples, ça va être très simple, du reste vous les verrez dans les tableaux de nos amendements. Le gouvernement nous proposait une LPM qui, sur les premières années, c'est-à-dire 25, 26, 27, prévoyait, et 27, oui c'est ça, je dis bien, prévoyait 3 milliards. Or, 3 milliards, c'est actuellement le niveau de dépenses qui est déjà consenti par l'actuelle LPM. Et donc la question qu'ont posé nombre de collègues, c'est à quoi ça sert de faire une nouvelle LPM si c'est pour rester sur le même rythme de dépenses. Et donc nous, ce que nous proposons dans l'amendement qui a été voté hier, c'est d'augmenter sensiblement les premières années de cette trajectoire, en quelque sorte une nouvelle cadence de consommation des crédits qui serait portée de 3 milliards à 3,6 milliards pendant les premières années, puis 3,5 milliards la dernière année. Donc de 3 milliards à 3,5 milliards. Alors, ce qui fait environ, globalement, des crédits supplémentaires tout à fait substantiels de l'ordre de 500 millions par année jusqu'à 2027. Ceci permet de répondre à une question fondamentale que nous nous sommes posée. Je vous ai parlé de ces 13 milliards non budgétés. Bien là, le fait de les reventiler tout de suite dès cette année les ferait rentrer dans les crédits budgétaires et leur donnerait donc une certitude d'être dépensés et d'être utilisés le plus rapidement. C'est du reste la recommandation, je le rappelle, ce n'est pas tout à fait sans importance, c'est la recommandation du Haut Conseil des finances publiques qui s'est prononcé ici, puisque son président, le premier président de la Cour des comptes, est venu exposer cette priorité. Alors vous me direz, mais est-ce que ce n'est pas un calcul un peu politicien qui consiste à dire on veut toujours plus? Non. Et moi j'avais donné comme instruction à mes rapporteurs de fonder ces crédits supplémentaires sur de véritables besoins. C'est-à-dire pas simplement du toujours plus, car on sait très bien et on a tout à fait conscience de la situation budgétaire et financière de la France. Je l'ai dit à Madame la Première ministre avec qui j'ai eu un entretien sur ces sujets il y a de cela quelques jours à peine. Nous avons fondé cette augmentation sur un certain nombre de dépenses que nous souhaitons voir inscrites immédiatement dès l'entrée en vigueur de la loi de programmation. Alors, quelques exemples. Tout d'abord, bien évidemment, mettre de l'argent supplémentaire sur l'activité des forces. Là, on avait manifestement jusqu'en 27 une stagnation du taux d'activité des forces. Et qui dit stagnation du taux d'activité des forces dit moins d'entraînement, moins d'équipement et moins de préparation à un éventuel conflit difficile. Donc concrètement, on prévoit pour 2024, c'est-à-dire immédiatement, 240 millions d'euros supplémentaires pour l'activité des forces, c'est-à-dire injecter dans la préparation de nos forces une somme conséquente. De même, ça c'est pour l'activité des forces, toujours dans ces 500 millions de plus chaque année, on veut renforcer le capacitaire et il nous paraît nécessaire de corriger certaines réductions qui apparaissent dans la LPM. Par exemple, vous aviez vu que
le programme Scorpion, qui était une priorité de la loi de programmation militaire précédente, avait été fortement réduit. Le texte initial prévoyait un ralentissement de 30%, moins 30% du programme Scorpion. Déjà, l'Assemblée nationale, à travers ses amendements, a réduit ce freinage à 21% pour les seuls Griffons, et nous proposons de ralentir. On accepte l'idée de le ralentir, mais pas plus que 15% pour les Griffons, les Jaguars et le programme Serval. Donc on veut redonner un tout petit peu de consistance à ce programme, parce que sans ça, on a l'impression d'assister à une remise en cause non justifiée d'un programme qui paraissait prioritaire dans la LPM précédente. Et donc, à partir du moment où la revue nationale stratégique ne nous indiquait pas des raisons certaines de revoir ce programme, même si nous comprenons encore une fois que la mise en condition opérationnelle doit mobiliser des crédits, mais il nous apparaît qu'il faut faire un effort sur le programme Scorpion et sur l'équipement de nos forces dont nous avons absolument besoin. De la même manière, nous souhaitons muscler la capacité de l'hélicoptère Tigre. Vous savez que sur ce programme, nous avons connu nous avons enregistré la mauvaise nouvelle du départ des Allemands sur ce programme, et nous voulons néanmoins sauvegarder ce programme avec, dans ces enveloppes supplémentaires, la possibilité d'y ajouter un missile haut de trame, ce qu'on appelle un MHT, un missile haut de trame souverain, au lieu du Hellfire américain qui était initialement prévu. Donc là, de la même manière que nous souhaitons accroître la capacité de combat collaboratif, notamment avec l'équipement de drones, qui sont un élément tout à fait nouveau par rapport à la précédente LPM, une priorité nouvelle, l'irruption des drones. Vous avez vu ce que les drones ont pu, les conséquences que leur utilisation a eues, tant en Arménie, dans le conflit Arménie-Azerbaïdjan, que évidemment en Ukraine. Donc là, il ne faut pas perdre de temps et accélérer le programme drone. De la même manière, toujours dans l'utilisation de ces crédits de 500 millions supplémentaires, dans le recadencement, nous souhaitons revenir à un chiffre de 37 appareils A400M. Initialement, c'était un minimum de 35 prévu, parce que sinon, là, c'est un danger industriel. Il y a un risque d'arrêt de la production d'un appareil qui, après des débuts un peu compliqués, a montré l'excellence de sa conception et qui maintenant est utilisé par de très nombreuses armées occidentales et même ailleurs. De la même manière, en ce qui concerne les patrouilleurs hauturiers de la Marine nationale, qui étaient ramenés à 7, nous souhaitons les porter à 10, parce que les patrouilleurs nous semblent très importants pour une priorité que nous approuvons, à savoir une meilleure protection et une meilleure sécurité de nos territoires d'outre-mer. Ça, c'est un choix que nous approuvons. Encore faut-il lui donner les moyens, et les patrouilleurs hauturiers en sont un élément. Donc ça, c'est, si vous voulez, une première justification. C'est la justification de cette priorité qui consiste à améliorer la trajectoire budgétaire de 600 millions sur les premières années, sans attendre 2027. Le deuxième axe qui a mobilisé notre réflexion et qui a entraîné de nombreux amendements, c'est la volonté d'améliorer les moyens de contrôle du Parlement sur l'exécution de la loi de programmation militaire. J'ai dit tout à l'heure que les sommes étaient très importantes et parfois assez floues. À la limite, on peut le comprendre et l'accepter compte tenu de la friabilité du contexte géostratégique que nous connaissons. Encore faut-il que le Parlement puisse exercer son contrôle, ce qui est sa vocation constitutionnelle, dans l'exécution de la loi de programmation militaire. Alors ainsi, nous avons fait voter des amendements qui visent à préciser les trajectoires d'entretien des matériels et les trajectoires d'activité, car tout ça représentait des chiffres globaux très importants, savoir, par exemple, sur l'entretien des matériels, selon quel calendrier tous ces dispositifs sont mis en œuvre. Et ce que nous voulons, c'est la transmission des éléments qui nous permettent de contrôler pour ne pas arriver à la situation que l'on avait connue jadis, où 50% des hélicoptères français ne pouvaient pas décoller, faute de personnel, de pièces détachées ou d'entraînement. De la même manière, nous avons des amendements qui visent à nous donner accès à l'A2PM. Je rappelle que l'A2PM, c'est l'ajustement annuel de la programmation militaire,
comme son nom l'indique, ajustement annuel de la programmation militaire. Si nous n'avons pas accès à l'ajustement annuel qui nous semble normal, qui est régulier, la vie militaire et la situation internationale n'est pas quelque chose de figé, mais si chaque année le ministère procède par des tableaux statistiques à un ajustement annuel de cette programmation, il faut que nos rapporteurs puissent avoir accès à ce contrôle. De la même manière, nous souhaitons avoir accès à certains contrôles, à certains indicateurs d'activité et de disponibilité, ce qu'on appelle les fameux DTO, qui étaient accessibles jusqu'à présent et qui semblent nous être interdits depuis quelque temps. Alors, si vous ne pouvez pas contrôler ni la programmation, ni l'indicateur d'activité et de disponibilité, j'allais dire à quoi sert-on ? On ne va pas contrôler, savoir s'il y a 3 milliards ou 5 milliards qui ont été dépensés. Il faut qu'on puisse effectivement rentrer dans ce détail. Et les DTO sont véritablement une exigence que nous portons avec la plus grande fermeté. De la même manière, vous verrez des amendements sur un sujet que vous connaissez, nombre d'entre vous, qui est la volonté d'avoir plus de visibilité sur le contrôle des exportations d'armement. Et à ce sujet, je déposerai moi-même un amendement très important en prévision de la discussion en séance, visant à mieux contrôler, par l'intermédiaire de la délégation parlementaire au renseignement, de mieux contrôler les exportations d'armement. Nous savons très bien que c'est un privilège de l'exécutif. Nous respectons tout à fait cette disposition quasi constitutionnelle. Mais dans tous les pays occidentaux, les États-Unis, j'en parle même pas, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc., il y a un contrôle parlementaire des exportations d'armement, ce qui n'existe que, j'allais dire, très modestement dans notre pays, où nous recevons chaque année un petit rapport d'une trentaine de pages qui n'explique pas grand-chose. Donc nous reviendrons sur ce sujet en séance publique par un amendement important que je porterai, qui ne réjouira peut-être pas le gouvernement, qui n'est pas très réceptif sur cette affaire, mais sur lequel je pense que des efforts seront nécessaires. Donc renforcer le cadencement sur les premières années, améliorer les moyens de contrôle du Parlement. Le troisième axe, c'est conforter notre BITD, c'est-à-dire nos industries de défense, avec une idée assez décoiffante, enfin, qui peut paraître originale, mais qui nous paraît très intéressante, c'est la création d'un livret d'épargne souveraineté qui permettrait de financer la BITD. Vous savez que nos industries de défense sont maintenant confrontées aux règles de taxonomie et aux réticences des milieux bancaires et de tout un tas d'organisations qui considèrent que financer l'effort de défense, c'est une chose éthiquement très, très contestable. Et donc, ce qui fait que nombre de nos industriels, et singulièrement de leurs sous-traitants, nous font régulièrement état de difficultés à financer leurs investissements, leurs recherches et la fabrication de leurs produits. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est un clin d'œil, un geste qui consiste à dire mais pourquoi nos citoyens, nos concitoyens ne seraient pas eux-mêmes intéressés au renforcement de leur propre sécurité. On fait de grands discours sur le lien armée-nation, on lance le SNU, on lance tout un tas de sujets là-dessus, et finalement permettent à n'importe quel citoyen, à hauteur de, bien sûr sur la base du volontariat et à hauteur de ses moyens, d'investir avec des avantages financiers qui seraient afférents, qui permettraient de financer la BITD. C'est un peu l'esprit du livret de développement durable. Vous avez vu qu'on permet, dans des conditions un peu plus avantageuses que le livret A, de financer toutes les industries qui s'intéressent à la protection de notre environnement. Et bien là, on voudrait donner la possibilité à nos concitoyens d'investir pour leur propre profit dans les industries de défense. Et finalement, on peut imaginer qu'avoir quelques actions de Dassault ou de Thales irait plutôt dans une bonne direction. De la même manière, nous souhaitons toujours pour conforter la BITD, il y a eu des amendements qui visent à améliorer l'attractivité des métiers des industries de défense. Le quatrième axe qui supporte nos amendements, c'est le renforcement des recrutements, des relations humaines au sein des armées. Vous avez vu qu'actuellement, les forces armées, quelles qu'elles soient, subissent de plein fouet, non pas une crise, mais en tous les cas un très grand déficit dans les recrutements, ce qui fait que lorsque vous prévoyez 1500 recrutements, la réalité c'est que vous en avez la moitié, et ce qui évidemment pose des problèmes, parce que si vous n'avez pas les vocations pour
venir mettre en œuvre ces efforts de défense, bien évidemment, ça risque de poser à terme des problèmes. Et parallèlement, nous avons pris un certain nombre de dispositions d'amélioration sur la réserve opérationnelle. Vous savez que la réserve opérationnelle, nous approuvons tout à fait cette priorité. Ça consiste effectivement, selon le souhait du ministre, à avoir un réserviste pour 2 hommes d'actifs, enfin deux personnels d'actifs. Alors le principe nous va très bien. La seule chose, c'est qu'on veut savoir dans quelles conditions, pourquoi faire, et on voudrait fluidifier et simplifier ce dispositif et ne pas avoir un seul statut de la réserve opérationnelle, mais pouvoir avoir une flexibilité qui lui permette de s'adapter aussi aux employeurs, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont assez réticents à laisser voir partir leur personnel dans la réserve opérationnelle, parce que les règles actuellement, qui sont des règles nationales, sont très contraignantes. Par exemple, obtenir la régionalisation de la réserve, de telle sorte que celui qui habite à Nantes ne soit pas obligé d'aller faire sa période de réserve à Strasbourg. Ce serait quand même un peu plus flexible et un peu plus productif pour recruter des volontaires pour cette réserve qui, par ailleurs, nous semble un très bon complément des recrutements au sein des forces armées. De la même manière, nous avons voté un certain nombre de dispositions sur les grilles indiciaires avec des propositions sur les dates limites de révision des grilles. Bon, c'est un tout petit peu technique, mais je pense que ça peut être important pour renforcer l'attractivité de nos forces armées. Et bien évidemment, toujours, j'allais dire d'une manière générale, dans le cadre du redressement de la trajectoire budgétaire, nous souhaitons que les moyens financiers consacrés au RH soient accrus. Je prends 2 exemples, le service de santé des armées et le commissariat aux armées. On sait que là, pour le service de santé aux armées, on a un déficit de l'ordre de 100, même peut-être plus que 100 médecins, ce qui est évidemment très important pour la mise en œuvre de ce service. La même chose pour le commissariat aux armées, absolument essentiel pour la gestion des forces armées. Bien là, il faut en tirer les conséquences. Moi, quand j'étais chef d'entreprise et que je mettais un poste à petite entreprise en demeurant, mais quand je voyais qu'un poste ne trouvait pas preneur, c'est que je me disais que les conditions de travail qui étaient réservées à ce poste n'étaient pas suffisantes. Et donc, quand je vois parfois qu'au titre 2, c'est-à-dire celui du budget des personnels, il y a des enveloppes assez conséquentes et que dans le même temps, on n'est pas assez attractif pour attirer de nouvelles vocations au sein des forces armées, c'est que parfois, il est nécessaire, sûrement du reste, il est nécessaire de revoir les grilles de rémunération. Parce que vous comprenez bien que dans ces métiers qui deviennent de plus en plus pointus et technologiques, l'attractivité de l'industrie privée peut faire des dégâts. Quelqu'un qui s'occupe de la dissuasion et qui payait moins de 2 000 €, évidemment, il risque d'être très rapidement débauché au profit d'une industrie de pointe qui peut payer beaucoup plus. Voilà, mesdames et messieurs, en essayant de vous avoir résumé de manière la plus claire les apports du Sénat sur cette loi de programmation. Voilà globalement le sens dans lequel souhaite aller le Sénat au cours de la discussion qui va intervenir dans la dernière semaine de juin. Donc un cadencement nouveau qui intensifie le niveau des dépenses dès la première année de la loi de programmation et non pas après 2027 pour les raisons que j'ai indiquées. Les moyens de contrôle à renforcer de la part du Parlement, sauvegarder et aider nos industries de défense et un effort particulier sur le recrutement parce que nous manifestons une forte inquiétude sur la désaffection des générations nouvelles vers les métiers des forces armées dont nous avons par ailleurs absolument besoin pour notre sécurité et la sauvegarde de notre souveraineté. Voilà. Maintenant, je reste à votre disposition si vous voulez qu'on éclaire tel ou tel point. Oui, François. Mettez votre... Appuyez sur le petit bouton. Oui, bonjour, François Vignal de publicsénat.fr. Vous parliez de la revue nationale stratégique qui n'a pas vraiment répondu à la question de savoir quel modèle d'armée voulons-nous. Et vous dites qu'il en résulte un texte flou. Mais alors vous, quelle est votre réponse tant vous personnellement ou la commission, c'est vrai que lors de l'audition du ministre, c'est une question qui a été évoquée sur un manque de réflexion en amont, mais donc pour vous, est-ce qu'il faut continuer d'être sur un modèle complet, faire un peu de tout mais peu, ou faire des choix?
le texte qui nous est proposé, parce que moi je ne suis pas le gouvernement, donc je n'ai pas à me substituer évidemment aux orientations du gouvernement, mais justement l'impression qu'on retire de ce texte, c'est qu'on navigue entre les deux. Je pense que, eu égard, et là je donne mon sentiment personnel, eu égard à notre position qui n'est plus celle d'une très grande puissance, nos moyens financiers, nos difficultés budgétaires, je pense que de vouloir se comparer à des armées telles que celles des États-Unis serait une gageure absolument inatteignable. Je reconnais du reste que par ailleurs, nous restons malgré tout, et malgré les difficultés que j'ai identifiées, nous restons une des meilleures armées du monde, et en tous les cas, la meilleure armée d'Europe par la mobilité, la capacité de projection que nous avons conservée, mais ce sont des schémas qui fonctionnaient auparavant. C'est-à-dire que maintenant, le but essentiel n'est plus d'aller, même si ça reste une priorité sous d'autres formes, que l'on fera préciser du reste en discussion, bon, l'Afrique va être de moins en moins prioritaire compte tenu de notre situation et des difficultés que nous reconnaissons en Afrique. Une partie de ces forces risque d'être basculée sur l'Europe centrale. Je pense à la Roumanie, aux pays baltes que je rencontrais ce matin, ou bien la Pologne. Mais le problème est d'essayer de bonifier, d'optimiser ce que nous savons faire avec les meilleures compétences, sans vouloir, encore une fois, se mesurer aux plus grandes armées du monde. Nous avons des capacités, il faut les conserver. Mais le texte, lui, ne répond pas, et singulièrement avec ce décalage dans le temps qui nous paraissait excessivement dangereux. Mais nous militons bien évidemment pour une armée de terre avec une artillerie, une infanterie tout à fait véloce et excessivement capacitaire. On l'a vu avec des nouveaux armements qui font la réputation de la France, je pense au canon César et à bien d'autres. De la même manière, sur le plan aérien, l'impact du Rafale commence maintenant, après de longues années de difficultés commerciales, il a pu montrer son excellence. Alors l'idée, c'est de ne pas avoir, on ne souhaite pas avoir 1000 Rafales, mais ce que l'on souhaite, c'est effectivement les quantités que l'on peut financer, au moins qu'elles soient opérationnelles. Et ça, c'est un point, j'allais dire, positif de la copie, c'est l'effort qui peut être fait sur la mise en condition opérationnelle. Encore une fois, accumuler des matériels, c'est bien. Si c'est pour pas pouvoir les utiliser, c'est évidemment tout à fait critiquable. Donc en fait, il faudrait arriver, ce que nous attendions, à fixer la projection d'une armée qui reste la meilleure armée européenne. Nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous avons des responsabilités quasiment sur tous les continents, mais évidemment sans rechercher systématiquement et partout des capacités que nous ne sommes pas en mesure d'atteindre. Par ailleurs, il faut bien évidemment tenir compte aussi de nos alliances, et nous serons certainement amenés dans les mois et années qui viennent à faire préciser, par exemple, le rôle tout à fait honorable au demeurant que la France a au sein des forces armées de l'OTAN, où nous exerçons souvent. Vous savez, moi je préside cette année, enfin je siège à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et souvent nos alliés ont toujours un langage dubitatif vis-à-vis de l'engagement de la France au sein de l'OTAN. Telle n'est pas la réalité. Telle n'est pas la réalité, car nous ne nous payons pas de mots. Je rappelle que nous avons des contingents de réassurance, notamment dans les pays baltes. Tous les jours partent encore des Rafales qui vont assurer la sécurité dans le ciel de Pologne. Nous avons maintenant des forces qui sont établies en Roumanie, vous le savez, avec des moyens antiaériens, près de 1000 hommes que j'ai dû rester, dont j'ai été voir sur place dans quelles conditions ils travaillaient. Donc tout ceci, il faut le conserver. Il faut essayer de trouver la forme d'armée qui à la fois corresponde à nos capacités budgétaires, et qui malgré tout demeure le meilleur niveau de compétences. Et ça, seule une revue stratégique un peu plus épaisse nous aurait permis de mieux cerner cette réalité. C'est la difficulté à laquelle on était confrontés. Peut-être une autre question sur le SCAF, vous ne l'avez pas évoqué.
Il y a un certain retard. D'après ce que j'ai compris, donc le Rafale est parti pour durer encore un certain nombre d'années avec un standard F5 qui prévoit des drones comme est censé le faire le SCAF. Est-ce que ça vous inquiète, ce retard du SCAF? Alors, la coopération franco-allemande, d'une manière générale, nous pose beaucoup de questions que l'on pose régulièrement au ministre. Bon, je pense que nous vivons peut-être une période intermédiaire après une période de faux plats où on a eu quelques difficultés, nos industriels ont eu quelques difficultés. Vous vous souvenez que la commission de la défense, à mon initiative, avait même pris la peine de confronter en commission la position d'Airbus Allemagne et de Dassault, puisqu'il y avait un long débat entre ces deux entreprises sur ce qu'on appelle la boîte noire, c'est-à-dire le savoir-faire particulièrement technologique du futur SCAF. Bon, il semble que ce pilier 1B a été réglé, que des accords soient intervenus et qu'on aborde maintenant le pilier 2. Vous savez qu'il y a 7 piliers, je crois, dans 1. Voilà, il y a plusieurs phases dans la discussion. Les informations que nous avons du plus haut niveau, on a encore reçu le président de Dassault dans le cadre des auditions que nous venons d'avoir, laissent entendre que les choses se débloquent doucement. Simplement, ce qu'il faut, c'est que, enfin, moi, mon point de vue personnel, c'est qu'il faut rechercher l'accord des industriels, car les déclarations gouvernementales sont tout à fait souhaitables, mais elles visent toujours à annoncer des accords qui ne prennent pas toujours forme. Et donc, l'idée, c'est de laisser les industriels, les trois, je rappelle que quand même les Espagnols sont aussi dans le dispositif, trouver les termes de l'accord technique dans le respect du savoir-faire de chacun. Et évidemment, la France soutient les entreprises françaises et singulièrement Dassault dans ce travail commun. Nous attendons maintenant des éléments complémentaires sur la mise au point du démonstrateur qui devrait intervenir sous deux ans, un peu plus de 2 ans. Enfin, et bon, bien évidemment, à partir du moment où le démonstrateur fera ses preuves, on sera entré dans une phase beaucoup plus opérationnelle. Ce que je pense, c'est que c'est une coopération qui est absolument nécessaire parce que les sommes à engager sur un appareil de cette complexité, fortement marqué par la connectivité, car vous savez que en fait, c'est un ensemble, c'est pas simplement un matériel, c'est pas simplement un avion, c'est les drones, les satellites, tout ce qui va avec, si je puis me permettre ces expressions un peu générales. Donc tout ceci coûte énormément d'argent et alors que nous venons de traverser une crise de confiance avec l'opinion publique sur un autre sujet, celui des retraites, je ne sais pas s'il y a des hommes politiques qui pourraient prétendre faire de tels programmes tout seul. Alors c'est vrai que grâce au savoir-faire de Dassault, on va vers une formule, le mot m'échappe à l'instant, un modèle 5, enfin un standard, pardon, excusez-moi, un standard 5 du Rafale qui va être déjà une amélioration tout à fait conséquente par rapport au premier Rafale que nous connaissons. Mais il faut accepter de faire la jonction. Vous avez vu que les Allemands eux-mêmes, dans l'intervalle qui les sépare de la livraison future de ce modèle, ont dû procéder à l'achat d'avions américains. Donc, il faut encourager cette coopération. Elle est très difficile à mettre en œuvre. Elle est peut-être plus complexe en ce qui concerne le MGCS, le char connecté. Là, les discussions semblent plutôt patiner, ou en tous les cas ne pas aller aussi bon train qu'avec les initiateurs du SCAF. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut privilégier et conserver cette coopération franco-allemande qui est importante, essentielle, et qui commence à avoir dépensé, qui commence à avoir mobilisé pas mal d'argent. Mais la mise au point d'un matériel aussi sophistiqué nécessite que beaucoup de problèmes soient levés, le problème de l'export, le fait que le futur SCAF emportera la dissuasion, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Vous voyez, il y a encore beaucoup de chapitres à régler, mais pour l'instant, les signaux qui nous sont envoyés vont plutôt dans le bon sens. Alors, j'ai une question en visio. Alors, qui me pose la question ?
C'est Nicolas Barotte Alors, au Nicolas Figaro. Barotte, bonjour, je vous écoute. Bonjour, merci Monsieur le Président. J'ai une question sur les 13 milliards de recettes extra-budgétaires. D'une part, est-ce que vous avez partagé les inquiétudes de vos collègues de l'Assemblée sur leur financement? Et deuxième question, si j'ai bien compris, pour augmenter le cadencement des différentes marches, vous allez piocher, si je puis dire, dans ces 13 milliards. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, comment ça va fonctionner? Parce qu'il y a différents types de recettes, si j'ai bien compris. Merci. Si vous voulez, le choix que nous avons fait, et j'allais dire, les 13 milliards, en quelque sorte, se décomposent en deux paquets. Hein. Il y a, je vais parler de tête, c'est 5 milliards 9 5 milliards 9 étaient effectivement globalement budgétés. Les éléments qui nous ont été donnés, c'est la vente de l'immobilier, les recettes du SSA, des hôpitaux qui facturent bien évidemment leurs soins, la vente de fréquences aussi qui peut rapporter de l'argent. Bon, on peut imaginer que 5 milliards 9 sont à peu près validés sur le plan budgétaire. Mais de 5 milliards 9 à 13 milliards, il en reste 7. Et si vous voulez, c'est là où effectivement, à la fois le Haut Conseil des finances publiques, l'Assemblée nationale et le Sénat ont considéré que c'était des dépenses qui étaient des dépenses qui étaient incertaines au sens où elles n'étaient pas justifiées. Et donc, c'est véritablement... Alors, vous savez qu'il y a eu un amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale, et un amendement Thiriot, je crois, hein, qui a posé un principe général selon lequel le gouvernement s'engageait, j'allais dire pour les temps futurs, à budgéter les dépenses qui ne trouveraient pas les recettes afférentes. Alors nous, en fait, notre amendement et notre approche visent à prendre le gouvernement au mot et à lui dire, bah, écoutez, puisque vous êtes absolument sûr qu'on trouvera les recettes pour les 13 milliards, le plus simple, c'est de les dépenser le plus vite possible et de les inscrire dans l'ordre budgétaire que nous évoquons, c'est-à-dire de passer de 3 milliards, ce qui étaient les chiffres prévus par la LPM pour les premières années, à 3,5 milliards. Comme ça, on est au moins sûr que cet argent sera mis en place. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, le risque de dérapage de l'inflation est quand même conséquent, de 30 à 60 milliards. Tout ce qui est dépensé rapidement ne sera pas rongé par l'inflation. Donc, c'était notre réponse qui va faire l'objet d'âpres discussions et de négociations, si j'en crois les premières réactions au gouvernement. Notre réponse, c'est justement de dire, bah, écoutez, vous avez dit 413, Monsieur le Président, eh ben, jouons les 413 et inscrivons le plus tôt possible ces dépenses. Mais je rappelle que le Sénat s'en tient à cette enveloppe et qu'il ne s'agit pas pour nous d'en rajouter, mais simplement de les budgéter, c'est-à-dire de les mettre immédiatement dans la colonne des dépenses qui feront l'objet du budget chaque année à partir de la première année de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Et merci. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, vous avez... Mettez peut-être votre micro pour que... Oui, vous évoquez d'âpres discussions. Est-ce que ce sera une ligne rouge du Sénat? Bon, j'anticipe un peu. Hein, bon, j'allais dire que la pratique du Sénat n'est pas de poser des lignes rouges, surtout que les lignes rouges laissent d'une manière générale un très mauvais souvenir, c'est-à-dire que ceux-là même qui les ont posées se sont empressés de les oublier. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est que la raison l'emporte et que le gouvernement comprenne le fondement de cette approche budgétaire. Et c'est pour ça que j'ai souhaité donner des indications sur l'utilisation de l'argent que souhaitent au demeurant les armées, car je suis persuadé qu'elles sont sensibles aussi à cet effort que nous souhaitons mettre en œuvre. Le but, encore une fois, n'est pas de dire... d'avoir un réflexe quantitatif en disant 3 milliards c'est pas assez, il faut plus. Il faut plus parce qu'il y a des besoins supplémentaires et c'est ça qui nous mobilise, hein, que ce soit l'activité des forces, que ce soit l'amélioration du capacitaire. J'ai évoqué quelques exemples. On ne peut pas rester dans cette situation-là alors même que c'est maintenant que la France n'est pas en guerre bien sûr, mais elle est dans un état de très grande tension internationale. Prenons un exemple aussi simple que les munitions. Les quantités de munitions que nous donnons, même si le chiffre reste discret,
elles finissent par nous manquer. Les AMX-10, on les a plus en magasin, si j'ose dire, et si jamais il y a un conflit de haute intensité, une attaque de quelque nature que ce soit, on les aurait plus, puisqu'on les a fournis à l'Ukraine. Donc c'est pas, si vous voulez, il y a une inadéquation entre les priorités de vigilance du gouvernement et le fait de renvoyer l'effort à plus tard et de nous laisser, ce qui était le projet initial de la loi, sur un niveau de dépenses qui est celui que l'on connaît. Et dans ce cas-là, ça donne des arguments à ceux qui disent « Mais pourquoi avez-vous fait une loi de programmation supplémentaire? C'est pour rester à 3 milliards, puisque de toute façon, 3 milliards, c'était le chiffre qui était dépensé actuellement. » Et ça justifie aussi le travail que nous avions fait précédemment. Vous vous souvenez, le petit conflit qui nous avait opposé à la précédente ministre des Armées, lorsque nous avions demandé une actualisation de la loi, comme son article 7 le prévoyait, ça nous avait été refusé. C'est bien pour ça que le deuxième temps de notre réflexion, c'est le contrôle parlementaire, pour voir si effectivement les engagements sont bien tenus. Alors, je crois que vous allez avoir, on vous a distribué un dossier qui est un petit peu plus, et on l'enverra bien sûr à nos journalistes qui nous font l'amitié d'être reliés par visio. Ah bon, vous y avez accès, c'est déjà sur Internet. Donc là, vous avez un papier beaucoup plus fourni sur à la fois le travail que nous avons réalisé et que j'ai réalisé avec le soutien de mes collègues sous-rapporteurs, si je puis me permettre cette expression, rapporteurs délégués, on peut dire comme ça, et je souligne au passage le côté transcourant que ces rapporteurs ont, puisqu'il y a des représentants de toutes les sensibilités qui m'ont aidé à préparer ce travail. Y a-t-il d'autres questions? Oui, François. Un mot rapide sur le renseignement. Je crois que dans la LPM, le budget global à le renseignement augmente. J'ai plus le chiffre en tête, mais augmente sensiblement. Mais vous l'augmentez encore. Pourquoi? Alors, là, ça c'est une priorité que nous approuvons tout à fait, parce que nous avons pu pointer dans le passé récent un certain nombre de questionnements sur des problématiques qui pouvaient mettre en cause effectivement les capacités de renseignement. Le renseignement devient, comme le cyber du reste, un élément essentiel de la mise en condition opérationnelle de nos forces armées, parce que manifestement, on doit absolument non seulement moderniser, mais pouvoir réorganiser et surtout amplifier les efforts qui sont faits pour saisir tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de nos forces armées. Donc, souvenez-vous quand même d'événements récents comme AUKUS, où la France n'a pas vu tout à fait arriver la remise en cause de cette alliance privilégiée avec l'Australie. La Commission des affaires étrangères a pu poser aussi des questions sur ce qui s'est passé à Bamako. Est-ce qu'on avait totalement tous les moyens nécessaires? Ce n'est pas mettre en cause les agents qui font un travail extraordinaire, mais mais sûrement a-t-on besoin de moyens supplémentaires pour nous hisser au niveau d'une puissance telle que la France, qui doit avoir un appareil de renseignement parfaitement opérationnel. C'est pour ça que, du reste, à titre personnel, moi, je soutiens tout à fait le regroupement des services au Fort de Vincennes, qui va rendre aussi beaucoup de fluidité et d'efficacité dans le regroupement de ces services. Et je crois que là, quand on voit les efforts qui sont faits par toutes les puissances, et même des puissances émergentes, on voit des services de renseignement de pays qui n'étaient pas identifiés comme des très grands services de renseignement, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut que la France tienne son rang. On pourrait tenir le même comportement, la même attitude sur le cyber, qui devient maintenant un élément essentiel de la conflictualité. Et donc là aussi, parallèlement à l'espace, on voit bien que tous ces sujets font irruption et que ce n'est pas simplement, encore une fois, de l'infanterie, de la marine et de l'aérien, mais c'est aussi toute cette enveloppe, tout cet ensemble qui doit être accompagné. Et là, il y a des efforts substantiels. Le discours de Mont-de-Marsan, du reste, annonçait le doublement des moyens. Je crois que c'était à peu près
Je crois que c'était à peu près le pourcentage qui avait été donné par le président. Et donc là aussi, non seulement au sein de la commission, mais au sein de la délégation parlementaire au renseignement, nous demandons à la fois plus d'éléments de contrôle, plus de possibilités d'avoir accès à ces renseignements pour donner au président de la République, à travers notre rapport annuel, notre diagnostic sur la manière dont, a posteriori, les services ont fonctionné. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors évidemment, au-delà des amendements qui ont été approuvés hier en commission, il y aura aussi des amendements à la séance, bien sûr, hein, qui viendront enrichir le débat. Pour l'instant, on est encore à une date lointaine de la date de dépôt, qui a lieu le 27. Et donc on aura d'autres amendements, mais je pense qu'on aura un débat du même niveau de qualité que celui de l'Assemblée nationale, qui pouvait laisser craindre quelques débordements et qui a gardé un très haut niveau de qualité. Et je pense que ce vote de l'Assemblée nationale nous oblige aussi, parce que bon, la situation politique de cette Assemblée est bien connue de tout le monde, mais là, le vote, qui a quand même été massif en faveur de cette loi de programmation militaire, montre, et c'est pour moi l'élément le plus important, une véritable prise de conscience de la nécessité de relever la garde et de faire en sorte que nos militaires, qui font un travail extraordinaire, avec un dévouement sans pareil, nous les visitons régulièrement, nous les rencontrons, je pense qu'il était plus que temps de leur donner les moyens, qui, encore une fois, ne mettront pas nos forces armées au niveau optimum de ce qu'elles peuvent faire, mais en tous les cas vont lui donner des conditions de travail nettement supérieures. Et on peut dire qu'en 2030, nos forces armées seront quand même à un niveau nettement plus et de plus grande efficacité qu'elles l'étaient il y a 10 ans. Et ça a été dit par la Commission, toute sensibilité confondue, je pense que le fait d'avoir eu 2 LPM successives qui ont remonté les moyens et qui, au final, auront multiplié par 2 le budget des forces armées, hein, car de 39, on sera passé à 70. Hein, c'est quand même un élément tout à fait caractéristique au moment où tout le monde voit que le contexte géostratégique se dégrade. Tout le monde souhaite que des efforts soient faits par rapport à cet objectif de 2% du produit intérieur brut. Je pense que là, la France fait un effort conséquent et bien identifié. Et nous aidons à travers ces différents amendements, nous aidons le gouvernement à préciser ses objectifs et à sortir des zones de flou que j'ai pu évoquer. Et j'espère que la discussion sera constructive, que la commission mixte paritaire, au sein de laquelle les poids respectifs des forces sont sensiblement modifiés depuis les dernières élections législatives et laissent un poids substantiel au Sénat, je pense que tout ça se terminera de telle sorte que nous n'ayons pas à revenir en deuxième lecture, ce qui n'est jamais bon pour un texte d'une telle importance. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie et bien évidemment on reste à votre disposition, moi-même et l'équipe qui m'entoure, pour répondre à l'ensemble de questions qui vous viendraient pour préciser tel ou tel point.